Alors, question numéro 1. C'est quoi ces lésions cutanées? J'ai mis qu'il s'agissait d'un érythème noueux, Ouais. devant des lésions érythémateuses cutanées bien Ouais, limitées, ça, arrondies. c'est pas une conf de dermato, donc on va pas décrire l'érythème noueux. Non, mais c'est vrai. Oui, c'était probablement très bien, mais... Non, mais... Vas-y, comme il reste plus beaucoup de temps. Les diagnostics à évoquer, c'était les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, et sinon sarcoïdose et tuberculose, j'avais mis. D'accord. Donc ça, c'est les deux autres étiologies, en plus des Mickey que tu évoques. C'est vrai que c'est des causes d'érythème noueux, mais associé à une diarrhée et à une aphthose, c'est pas très. Tu penses pas d'abord à ces diagnostics. Il y avait, deux autres diagnostics qui pouvaient coller avec les trois choses. Cancer, c'est pas fréquent que ça donne une diarrhée glérosanglante comme ça. Yersinia. Et, alors là, ça c'est plus dur, personne ne me l'a donné, c'est la maladie de Behçet. Ouais. Il y en a qui l'ont mis peut-être. Mais, parce qu'il peut y avoir des atteintes digestives dans la maladie de Behçet. Alors, vous connaissez le moyen mnémotechnique système B? Je ne sais pas comment on monte ça. Ouais. Ah. Ça fait... Il y en avait un. Le voilà. Alors ça, c'est sarcoïdose. J'espère que je vais les retrouver, sinon je vais avoir l'air bête. Yersignose. Le deuxième S, je sais. Donc ça, c'est tuberculose. Donc ça, c'est entéropathie inflammatoire. M, c'est médicaments. B, c'est la maladie de Behçet. Et le deuxième S, c'est les streptocoques. Voilà, exactement. Je le savais. Alors, il y en a plein d'autres, hein, parce que si vous cherchez, ça dépend des références que vous prendrez. De toute façon, on a toujours décrit 50 cas de lupus avec un syndrome... des infections VIH avec d'un érythème noueux, il y a plein de causes qui ont été décrites, mais celles-là, c'est les plus fréquentes. Et puis, comme il y a un moyen mnémotechnique qui est assez facile à retenir, voilà. OK, donc on avance. Alors, quel examen complémentaire demandez-vous? Alors pour le bilan du retentissement de sa diarrhée persistante sanglante, on va faire une NFS, plaquette, hémostase, un ionogramme, albumine, et puis voilà. Quand tu dis l'ionogramme, n'oublie pas de mettre la créatinine avec, parce que les points ne sont créatinine. peut-être pas forcément... Après, on va faire le bilan de la diarrhée, donc on va faire un examen parasitologique des selles, une coproculture. Alors, ouais, donc très bien de faire une analyse des selles. On a plutôt tendance à faire une coproculture quand ça dure depuis moins d'un mois. Enfin, c'est vrai que là, 15 jours, ça peut justifier un examen parasitologique des selles, mais quand il n'y a pas la notion d'un voyage en zone tropicale, en général, on peut se contenter en première intention d'une coproculture. Et c'est plutôt dans les diarrhées chroniques, c'est-à-dire plus d'un mois, qu'on va faire l'examen parasitologique des selles, mais c'est pas un scandale de le faire. On peut faire une sérologie VIH. Ouais, mais moi je me précipiterai pas sur ça en premier, parce que c'est pas très évocateur comme présentation, une diarrhée sanglante pour une sérologie VIH. C'est le bilan de première intention que je vous demandais là. Okay. Une TSH? Pareil, ça fait pas saigner une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, t'es d'accord? Sinon, on va faire une idéocoloscopie. Une coloscopie, ouais. Et, vidéo, ouais. Et puis on va doser des anticorps, mais je ne sais plus lesquels. Alors, mais c'est le bilan de débrouillage. Il a de la diarrhée depuis 15 jours. On ne va pas commencer à lui faire des encas, des ascos, etc. De toute façon, c'est des examens. On peut tout à fait arriver à faire des diagnostics de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique sans ça.
On verra si on en a besoin plus tard, etc. Mais si vous arrivez, le gars il arrive aux urgences, vous lui prescrivez les ANCA, ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux commencer par les choses simples. Tu as oublié un examen radiologique important que beaucoup d'entre vous ont oublié. L'ASP, tout à fait. Donc il faut faire, pour une diarrhée sanglante, c'est bien de faire un ASP systématique. On verra pourquoi après. La coloscopie, alors la coloscopie, je ne sais pas si je l'ai mis dans la correction. Enfin, j'ai mis la coloscopie, mais je ne sais pas si j'ai précisé que dans un contexte comme ça de colite aiguë, qui peut être potentiellement grave, il faut être très prudent. Et si on a des lésions très sévères, on peut se contenter éventuellement de faire une rectosigmoïdoscopie pour commencer. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on progressera très prudemment. D'accord ? Donc la coloscopie, par contre, il va bien falloir la faire pour faire un diagnostic étiologique. Hein ? Mais prudemment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Qu'est-ce que tu as oublié? La coproculture, la sérologie des yersignoses. Hein? Bon, ça peut se discuter de le faire en première intention, mais bon, c'est quand même une infection aiguë, donc, et c'est un tableau qui est très évocateur, donc autant la demander tout de suite. Sinon, tu as dit le principal. On peut faire un groupe Rhésus, puisqu'il saigne pas mal, mais bon, ça c'est... Question numéro 3. Dès qu'il y a du sang quelque part, faites un groupe Rhésus, personne ne vous en voudra. Même si en pratique, on ne le fait pas forcément. Alors, quel est ton diagnostic ? Diagnostic, donc rectocolite hémorragique en poussée, devant la topographie des lésions qui touchent le rectum de façon homogène, sans intervalle libre, sans atteinte iléale. L'aspect macroscopique, une muqueuse érythémateuse démaciée, ulcérée, avec des érosions et un saignement. Le terrain, c'est un homme jeune. L'évolution de la maladie... Terrain, on peut rajouter quoi en plus? Un homme, oui, un petit peu, mais enfin, c'est un petit argument, c'est pas un argument très fort. Je sais pas si non-fumeur, c'est un... Ouais, non-fumeur. Et il y a deux choses qui sont assez évocatrices, c'est l'antécédent, enfin le tabagisme et l'antécédent d'appendicectomie. Quand on a été appendicectomisé et qu'on est fumeur, il faut largement remettre en cause le diagnostic de rectocolite hémorragique. Hein? La rectocolite hémorragique devient très peu probable. Bon, ça n'exclut pas complètement, mais... Alors, pourquoi ça? C'est que ça devient compliqué, là. C'est des trucs... des considérations physiopathologiques qui dépassent largement mes compétences, mais je pense qu'on ne le sait pas vraiment forcément, mais les patients qui ont été appendicectomisés, ils ont moins de RCA gauche, par exemple, et une petite atteinte autour de l'appendice, de l'orifice appendiculaire. Donc il y a peut-être l'appendice a peut-être un rôle dans la RCH, mais bon, je ne pense pas qu'on sait exactement par quel mécanisme. D'accord, on continue. Donc, l'évolution de la maladie, avec plusieurs poussées antécédentes. Voilà, les antécédents de rectorragie. Et la clinique, avec une diarrhée afécale, sanglante, et des signes extra-digestifs comme l'érythème noueux. C'est quoi le diagnostic différentiel le plus important devant une diarrhée sanglante comme ça? Entre une Mickey et quoi d'autre? Colitis ischémique, oui, infectieux plutôt. Chez un patient jeune, plutôt infectieux. Ce qui est le plus fort argument là-dedans en faveur d'une Mickey, bon, c'est les signes extradigestifs et puis c'est le début progressif. Quand on fait une diarrhée infectieuse, en général, ça commence d'un coup et ça dure moins d'une semaine. Ça rentre dans l'ordre. 15 jours, ça commence à être très long ça commence à être long. Donc, le mode évolutif est très important. Donc, là-dessus, je ne vais pas trop m'appesantir sur les arguments plus en faveur du Crohn qu'en faveur de la RCH. Enfin là, c'était une RCH, bien sûr. Sachez bien quand même les critères, parce que c'est une question qui est tellement tentante à poser si on pose une question sur une Mickey, de donner les arguments pour le Crohn ou pour la RCH que, sincèrement, il faut bien le savoir, parce que ça peut tomber. C'est une question qui vient toute seule, quoi. Hein, vous comprenez? Alors, je voudrais juste... plutôt que détailler les symptômes, vous expliquez un peu les arguments pour la RCH, vous expliquez un peu l'image. Alors, vous voyez, on dirait des sortes de nodules, là, un peu comme ça. En fait, c'est parce que la muqueuse est œdémaciée, et donc elle est gonflée, et puis il y a des ulcérations. En fait, tout ce qu'on voit autour des lésions qui sont en relief, c'est des ulcérations. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça forme des sortes de polypes. Enfin,
Donc, quand on m'a dit qu'il y en a qui ont dit qu'il n'y avait pas d'ulcération, ils n'ont peut-être pas bien compris ce qu'ils voyaient. Donc ça, ce qu'on voit, les sillons, en fait, comme ils sont comme si c'était des vallées entre les trucs qui sont en relief, c'est des ulcérations. Il y en a qui m'ont dit que les lésions, elles étaient avec intervalle de muqueuse saine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc ça, c'est peut-être parce qu'il y avait des zones blanches et des zones rouges. Pour vous rendre compte que ce n'est pas du tout de la muqueuse saine, regardez, j'en ai pas là, mais une photo de coloscopie normale. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ça. Et même que ce qu'on peut prendre là pour de la muqueuse normale, ça ne ressemble pas du tout à de la muqueuse colique normale. Regardez, prenez cette photo et comparez-la avec une photo de coloscopie normale. Hein, vous comprendrez qu'il n'y a pas du tout d'intervalle de muqueuse saine. D'accord? Ok, on passe à la question suivante. Question numéro 4. Alors, pour juger de la sévérité de la maladie, donc on s'appuie sur les critères de True-Love et Witt. Ouais. Et, un peu plus fort, s'il te plaît. Et donc, dans ces critères, on relève donc le nombre de selles liquides par jour, les douleurs abdominales. C'est pas dans les critères de True-Love, les douleurs abdominales. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai un petit peu des trous. Alors, je vous conseille de se connaître les critères de True-Love par cœur parce qu'ils sont valables non seulement pour la RCH, mais ils sont valables pour toutes les colites aiguës graves. Alors, par définition, on n'est pas toujours sûr du diagnostic quand on les utilise parce que si vous voyez les critères de différence entre le Crohn et le RCH, vous verrez qu'on peut être sûr d'un Crohn, mais qu'on peut jamais être sûr d'une RCH. Parce qu'il y a des critères qui excluent la RCH, mais il n'y a aucun critère qui exclut le Crohn. Donc ça peut éventuellement être un Crohn, mais ce n'est pas le diagnostic le plus probable, c'est sûr. Ça ressemble, c'est typique d'une RCH. Mais une RCH peut mimer un Crohn. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'il n'y avait pas d'atteinte anale. On n'en sait rien. Hein. Ce n'est pas une coloscopie qui dit s'il y a une atteinte anale ou pas. Pour bien analyser un anus, il faut un anuscope. La coloscopie, ce n'est pas un bon examen. Voilà. Alors, les critères de True-Love, il faut les connaître. C'est une question de cours, donc vous regardez dans les livres. Donc, je vous les cite très rapidement. Nombre de selles, présence de sang, signes généraux, fièvre ou tachycardie, syndrome inflammatoire biologique. Bon, historiquement, c'est l'AVS, mais maintenant, c'est plutôt la CRP. L'anémie, l'hypoalbuminémie. Il y a également des critères endoscopiques. Quand les ulcérations sont creusantes, dans le cadre d'une poussée aiguë, l'extension est plus un critère pronostic dans le risque de cancer, mais pour la gravité de la maladie, c'est vrai que souvent les colites aiguës graves sont étendues, ça c'est sûr, mais les vrais critères de gravité, c'est la profondeur des ulcérations. Et il y a un dernier critère, c'est la réponse aux corticoïdes. Bien sûr, si le traitement n'améliore pas les choses, c'est embêtant. Alors, les complications de la colite aiguë grave, oui. Les critères de True-Love, c'est pour la maladie et pour les poussées ou juste pour les poussées? Pour les poussées, il n'y a pas tellement... Alors, pardon. La question, c'était de savoir si les critères de True-Love, on les utilisait pour faire le pronostic de la maladie en général, sur le long terme, ou juste sur la poussée. La réponse, c'est juste sur la poussée. Et les critères pour savoir l'évolution de la maladie à long terme, ils sont moins bien définis. Un critère important quand même, c'est l'extension et l'existence d'une pancolite qui expose au risque de cancer. À toi. Donc pour les complications, j'avais mis une sténose colique ou un syndrome occlusif du côlon, un Alors là, je vais faire au fur et à mesure. Il n'y a pas de sténose en principe dans la rectocolite hémorragique. C'est plutôt dans la maladie de Crohn. Là, on a l'impression qu'il y a une sténose, mais seulement on voit la lumière loin. Et elle est petite, et comme c'est gonflé, effectivement, la lumière est un peu réduite, mais c'est un effet un peu d'optique, hein, c'est pas vraiment une sténose. Hein. Oui, vas-y, continue. J'ai mis une colectasie ou oméga colon toxique, mais ça va. Très bien. Une hémorragie digestive. Oui, c'est pas une complication fréquente, mais il peut y avoir des hémorragies très importantes au cours de la RCH, mais c'est pas ce qu'on craint le plus. Une surinfection bactérienne. Non, pas trop ça. Non, ça n'existe pas. Enfin. Ce qui peut arriver, là où tu n'as pas tout à fait tort, c'est que c'est vrai que les patients qui ont des MICI font plus souvent des infections bactériennes, des colites bactériennes. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut classer dans une complication grave. Ça peut mimer une poussée, mais ce n'est pas une complication grave. Les complications graves,
c'est perforation d'abord et avant tout, le risque de perforation. La colectasie, qui est un côlon en fait, qui est complètement figé et avec un risque de signe systémique, avec une mauvaise tolérance générale, et l'hémorragie. Mais ce qu'on craint le plus, c'est la perforation. Comment tu vas faire le diagnostic de complications? C'est quoi l'examen le plus important pour repérer les complications? Alors ça, j'étais étonné qu'il n'y en ait pas beaucoup qui sachent répondre à cette question. Parce que c'est une question quand même de base. Moi j'ai mis un scanner, mais c'est pas ça. Je suis désolé. Non, mais je peux vous stimuler un peu des fois. Hein. Ouais. ASP, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur l'ASP? On va regarder le côlon transverse. On va mesurer le côlon transverse. Et s'il fait plus de 6 cm, il y a... Alors, s'il fait plus de 6 cm et qu'on ne voit plus les ostrations coliques, eh ben, on suspecte une colectasie. Et si tu penses qu'il y a une colectasie, tu fais quoi? Non. Ah non, surtout pas. Il ne faut pas faire de coloscopie. Normalement, on a un aspect comme ça, c'est affreux mon dessin. Ça, on voit les ostrations normalement. Hein? Et dans une colectasie, on a un truc comme ça, quoi. Ça valait le coup de faire un dessin. C'est magnifique. Bon, ben voilà. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une colectasie? Non. Non, 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 non. Quand on voit une colectasie, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le côlon. Comme dit le professeur Gendre, il vaut mieux... non, qu'est-ce qu'il dit? Je suis fatigué. Il dit, il vaut mieux sauver la vie du patient que son côlon. C'est plutôt, on peut être que d'accord. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il vive sans son côlon qu'il meure avec. Voilà, pour dire les choses autrement. Bon. C'est la fin de la conf, hein, je m'excuserai. Mais c'est quand même vachement important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand on se pose la question... On n'a peut-être pas tout à fait fini. Encore 2 minutes. Quand on pose la question, est-ce qu'on enlève le côlon, est-ce qu'on ne l'enlève pas, à bout d'un moment, on se dit, bon, bah, au pire, il perd son côlon, mais il ne va pas mourir. Parce que, quand même, tout ça, toutes les questions qu'on pose là, au fur et à mesure, les 2-3 questions là, qui suivaient, c'est comment, devant une diarrhée sanglante, on peut repérer un patient qui va mourir. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand Troulov, il a fait son article où il a vu les critères de gravité, il y avait des patients qui mouraient dans sa série. Il y a une époque où on mourait de RCH parce que justement on ne repérait pas les colites graves et on ne repérait pas les complications. Il y en a qui m'ont mis dans la complication colite aiguë grave. Il ne faut pas confondre colectasie et colite aiguë grave. Une colite aiguë grave, elle est définie par les critères de Troulov et les complications, c'est la colectasie. D'accord? Et la colectasie, c'est synonyme de colectomie. D'accord? Pour éviter que le patient meure. Et maintenant qu'on fait ça, il n'y a plus de patients qui meurent de poussée de RCH, ça devient rarissime. Donc ça, tout cet enchaînement, il faut bien le connaître. On repère les colites aiguës graves. Colite aiguë grave égale ASP quotidien. Et s'il y a des arguments pour une colectasie, on enlève le côlon. OK. Donc, j'ai 1 minute de retard. Il reste une question, mais on va la faire en 1 minute. Comme ça, on n'aura que 2 minutes de retard. Donc, oui. Pourquoi on a fait l'ASP à la question 2? Je comprends pas. À l'ASP, vous l'avez fait. Bah, pourquoi on fait l'ASP à la question 2? Bah parce que quand il arrive, il peut avoir une complication. Mais le tableau n'était pas grave. Qu'est-ce que t'en sais? Il n'y a pas... On a... oui, mais... Enfin... Il a quand même des critères... il a certains critères de gravité, quand même, le nombre de selles, toutes les selles sont sanglantes... Non, mais il vaut mieux devant une diarrhée sclérosanglante qui évolue depuis 15 jours faire une ASP. Voilà. Ça fait, et puis, très important, ça fait un examen de référence. Après, tu peux comparer aux autres. Tu vois qu'il y a une aggravation. Alors, dernière question. Dernière question pour qu'on puisse finir. Donc, il faut éliminer une embolie pulmonaire. Ouais, très bien. Pourquoi? Parce que sur la clinique, un épisode non, mais de... tu ne me détailles pas les symptômes. Pourquoi? Ce que je voulais que tu me dises, c'est est-ce qu'il a un facteur de risque particulier de thrombose parce qu'il est alité, parce que la RCH donne des... Voilà, les MICI sont associés au risque de thrombose. Cette question, elle était juste pour faire un peu de transversal. Et puis surtout, pour que vous pensiez, quand vous avez un patient qui a une MICI en poussée, qui est hospitalisé dans vos lits, vous le mettez sous HBPM à dose préventive. Voilà, on fait ça comme ça.
C'est pareil pour tout le monde. Et on ne se pose pas la question en se disant, zut, il a une diarrhée sanglante, est-ce que je peux mettre des HBPM? On s'en fiche. Et pour le diagnostic, donc il fallait évoquer une embolie pulmonaire. Et qu'est-ce que tu as fait comme examen? On peut faire gaz du sang, ECG, scanner, écho-doppler, membre inférieur. Alors, j'attendais 3 examens qu'on fait systématiquement quand on suspecte une urgence cardiovasculaire thoracique. C'est ECG, radio de thorax et gaz du sang. C'est toujours, ça va toujours... Devant une dyspnée, une douleur thoracique, il faut rester basique, il faut toujours faire ces trois examens-là. Et l'examen pour éliminer une embolie pulmonaire en première attention, il y en a 2. Celui qu'on fait le plus souvent parce que c'est le plus facilement disponible, c'est l'angioscan. Et sinon, on pouvait aussi faire une scintigraphie si vous avez la possibilité d'avoir une scintigraphie. Commencez pas par un écho-doppler, c'est pas logique. Hein. On fait l'écho-doppler éventuellement, et je finis là-dessus. L'écho-doppler, on le fait si on a une forte suspicion d'embolie pulmonaire et que l'angioscan ne confirme pas le diagnostic. À ce moment-là, on peut faire un écho-doppler des membres inférieurs pour... Si. Voilà.